Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Nous avons sur l'hydrogène, vous voyez l'automobile derrière moi, d'ores et déjà su prendre les bons investissements. Écoute, on va pas s'engueuler pour une bagnole. Plusieurs dizaines de sites de production d'hydrogène industriel sont à prévoir. Il va falloir que cette voiture soit performante. Nous avons la possibilité vraiment de reconsolider une chaîne de valeur à cet égard. L'auto, monsieur Fernand, l'auto. Ça fonctionne. On vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France avec Mobility TV. On va vous parler d'hydrogène aujourd'hui au sommaire de cette émission. Pourquoi mise-t-on encore sur l'hydrogène? La France accélère fortement le développement d'une filière hydrogène. 9 milliards d'euros d'investissement prévus d'ici 2030. 10 méga-usines vont voir le jour, générant 5000 emplois. Des annonces qui se succèdent cette semaine. Emmanuel Macron a vanté les mérites de l'hydrogène décarboné à la COP27. Pendant ce temps-là, se tenait à Montbéliard le deuxième forum d'hydrogène for Business Climate. Voilà, je le dis avec l'accent, qui a réuni pas mal d'acteurs du secteur. Avec nos invités ce soir, Philippe. Philippe Bouclier, président de France Hydrogène. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bien près du micro. Bien près du micro, oui. Approchez-vous, n'ayez pas peur. Bonsoir. Véronique Wyss, commissaire du forum Hydrogen Business for Climate. Ça va? Ah, dites donc, c'est bien. Elle sera là dans quelques instants, et notre troisième invité. Éric Oterno, conseiller régional Bourgogne-Franche-Comté en charge de la conversion écologique de l'économie. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. On va démarrer tout de suite sur le rôle de l'hydrogène pour réussir cette décarbonation. Philippe Bouclier, avec vous, vous êtes président de France Hydrogène. Pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose, on va essayer de comprendre. Alors, on nous parle d'hydrogène depuis des années et des années, dans les avions, dans les voitures. Aujourd'hui, on nous parle d'hydrogène décarboné. Qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, peut-être dire ce que c'est que France Hydrogène. France Hydrogène, c'est l'association qui fédère l'ensemble des acteurs de l'hydrogène en France. Donc, c'est à la fois des grands groupes, des PME, PMI, start-up, TI. Également des centres de recherche, également des collectivités territoriales. On n'est pas un syndicat, mais une association, loi 1901, et on rassemble beaucoup de collectivités territoriales, notamment toutes les régions de France sont adhérentes. Et c'est particulièrement important puisque le développement de l'hydrogène va être dans les territoires. Et on sent beaucoup d'adhérents, donc on sent l'importance, in fine, de l'hydrogène. On sent que vous représentez quand même énormément de gens. Forte dynamique, on était 120 en 2019, on est plus de 460 actuellement. Donc justement, pour qu'on comprenne bien. Pour répondre à votre question, l'hydrogène, c'est pas nouveau, c'est un produit chimique, c'est à peu près 1 million de tonnes en France, c'est 10 millions de tonnes en Europe, c'est à peu près 100 millions de tonnes dans le monde. Pour faire l'hydrogène, actuellement, essentiellement, c'est à partir d'hydrocarbures ou à partir de charbon. Le mauvais côté de la chose, c'est que lorsque vous faites 1 kilo d'hydrogène, si vous le faites à partir de gaz naturel, vous faites près de 10 kilos de gaz carbonique. Si vous le faites à partir de pétrole, c'est 13 kilos. Et si en Chine, vous le faites à partir de charbon, c'est 20 kilos. Ah oui. Donc on sent bien que c'est pas vraiment vertueux. Non, c'est clair. Et donc il n'est d'avenir, je le dis une fois, je serais peut-être amené à le répéter, il n'est d'avenir que de l'hydrogène propre, c'est-à-dire fait à partir de l'électricité renouvelable ou bas carbone, ou à partir d'hydrocarbures, mais où on va prendre la précaution, ça a été beaucoup question avant hier à l'Élysée, de capter et de réutiliser le carbone ou le séquestrer, ou à partir de la biomasse. Alors, vous êtes un interlocuteur privilégié, bien sûr, sur les pouvoirs publics. La COP27 se joue en ce moment. Emmanuel Macron a déployé un plan d'hydrogène. On écoute. Et en termes de déploiement, plusieurs dizaines de sites de production d'hydrogène industriel sont à prévoir sur le territoire, hors potentiel électrolyseur de stations-service. Ce qui veut dire que nous avons, sur l'hydrogène, d'ores et déjà su prendre les bons investissements. On les a consolidés, France Relance. Dans France 2030, on a sécurisé des volumes et cette stratégie. Et donc, nous avons la possibilité vraiment de reconsolider une chaîne de valeur à cet égard. Éric Oterno, vous êtes conseiller régional Bourgogne-Franche-Comté en charge de la conversion écologique de l'économie. Quel est le rôle des régions par rapport, vous étiez peut-être à l'Élysée d'ailleurs pour écouter le président de la République, quel est le rôle que jouent les régions pour la conversion à l'hydrogène ?
Alors, les régions, elles ont la compétence économique tout d'abord et elles doivent organiser les filières. Et c'est pour ça que la région Bourgogne-Franche-Comté est pleinement impliquée pour faire émerger la filière hydrogène. Et notre région, elle est depuis plus de 20 ans sur l'hydrogène, puisqu'on on a toujours des laboratoires, à Belfort en particulier, on travaille sur la pile à combustible hydrogène. On parlera ce que c'est de la pile à combustible, mais en gros, c'est le moteur hydrogène de nos futures mobilités. Et donc, on est depuis très très longtemps sur l'hydrogène et nous, avec l'État, on cofinance les projets. Alors vous, c'est ce que je disais tout à l'heure, on entend beaucoup parler de l'hydrogène. Est-ce qu'on peut devenir aujourd'hui, Philippe Boucly, peut-être le meilleur finalement en matière vis-à-vis de l'Europe? Est-ce qu'on peut devenir numéro 1 aujourd'hui? C'est un des objectifs affichés par le président de la République et en fait, on est véritablement dans le peloton de tête. Alors, il faut bien voir que l'hydrogène, c'est pas une lubie française. Il y a plus de 40 pays dans le monde qui ont une stratégie ou une feuille de route avec des budgets déjà affichés. Et on nous dit que certains qui n'ont pas encore cette stratégie ou de feuille de route sont en train de le préparer. L'Égypte doit la semaine prochaine afficher sa stratégie hydrogène au cours de la COP 27. Aujourd'hui, c'est qui les favoris, c'est qui? C'est la Corée du Alors Sud, c'est quoi? C'est Chine? Il y a au niveau mondial une association qui est l'Hydrogen Council, le Conseil de l'hydrogène, qui a été fondé en 2017 à Davos à l'initiative d'Air Liquide et de Toyota. Et donc c'est pareil, ils étaient 13 en 2017, ils sont plus de 150 actuellement. Et ils confient des études à McKinsey. Et McKinsey a montré en début 2020 que le peloton de tête, c'est la France, l'Allemagne, le Japon, la Corée du Sud et la Chine. Mais avec derrière, les autres sont pas très loin derrière, et notamment avec des investissements colossaux. La loi signée par le président Biden, l'Inflation Reduction Act, l'IRA, au mois d'août, les États-Unis vont essayer de rattraper, bien sûr. Mais quels sont les process de fabrication de l'hydrogène? C'est toujours intéressant à savoir, outre le charbon, comment est-ce qu'on fait l'hydrogène? Parce que je suis sûr que 99,9% des auditeurs ne le savent pas. Alors je vais sûrement pas être exhaustif, parce que l'hydrogène c'est l'élément le plus abondant dans la nature, donc il y a plusieurs façons de l'extraire, parce qu'il est en général accroché à de l'oxygène, ça s'appelle de l'eau. Oui. Un produit que tout le monde connaît. Voilà, où il est accroché à du carbone, et ça s'appelle des hydrocarbures ou du charbon. Donc la façon la plus, la façon de l'extraire. Alors j'ai déjà dit que actuellement on l'extrait à partir d'hydrocarbures. Oui. Bon, ça pourra être propre si on séquestre ou si on réutilise. Bon, ça j'ai déjà dit. On peut l'extraire à partir de l'eau. L'eau est... C'est ça l'important. Voilà. Vous avez peut-être fait l'expérience quand vous étiez en 3e à l'école. Oula, ça fait longtemps. Il me semble. Mais ça me dit quelque chose. Vous prenez une pile, vous avez 2 électrodes, vous mettez dans l'eau, et d'un côté vous avez un dégagement d'oxygène et de l'autre un dégagement d'hydrogène. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Et la pile à combustible, parce que vous allez me poser la question dans 5 minutes, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous avez un appareil qui s'appelle une pile à combustible, vous lui amenez de l'oxygène, de l'hydrogène, et ça fait de l'électricité et de l'eau. Éric Oterno. Mais alors, ça c'est une des façons, allez-y. mais on peut le faire aussi à partir de la biomasse. Oui. À partir de la biomasse, c'est-à-dire vous faites de la thermolyse de la biomasse, vous chauffez à 500-600 degrés des déchets de bois par exemple, et après quelques petites opérations chimiques, vous sortez de l'hydrogène. Avant de vous donner la parole, Cécile, j'ai vu Éric Oterno sortir son tube à essai. Oui, voilà. C'est ça. Justement, Éric Oterno. Je l'ai fait en 3e. Pour ce qui est les régions, l'important justement, on parle de réindustrialisation, de faire revenir et de transformer l'industrie dans des régions. C'est un travail de longue haleine, mais qui va porter ses fruits chez vous. Oui, tout à fait. Alors, c'est un travail de longue haleine, mais il faut vraiment accélérer. C'est de ce dont on a parlé au forum. Il faut vraiment accélérer. Pour nous, c'est important parce que la région Bourgogne-Franche-Comté, elle est très connue pour le comté, la saucisse de Morteau et ses vins bourguignons pour Bourgogne-Franche-Comté. Mais elle est en fait la région la plus industrielle de France, avant les Hauts-de-France.
à égalité, on va dire. Et donc, pour nous, il est important de conserver notre industrie. Et dans la stratégie, comme il va y avoir probablement une taxe carbone aux frontières de l'Europe, nous, on a besoin d'avoir une industrie décarbonée, de la conserver, puisqu'on a, on va dire, du ferroviaire avec Alstom, on a de la mobilité automobile avec Stellantis à Sochaux, et bon, j'en citerai bien d'autres. Et donc, il est très important de garder notre industrie, et la seule manière de la garder pour un avenir très proche, c'est de la décarboner. Eh ben, vous restez avec nous, on revient dans quelques instants. On va revenir sur cet hydrogène, le rôle forcément des entreprises, des acteurs du milieu. Beaucoup d'automobiles aussi, beaucoup de constructeurs s'engagent dans l'hydrogène. On va en parler dans quelques instants. C'est les vraies voies de la mobilité avec Mobility TV. Aujourd'hui, on fait rouler la France. Hein, mais à l'hydrogène. À l'hydrogène, exactement. Elle est restée sur Sud Radio. Très novateur. On revient dans un instant. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour les vraies voix qui font rouler la France avec Mobility TV. On parle beaucoup d'hydrogène, l'avenir de l'hydrogène, l'avenir des constructeurs et l'hydrogène. Avec nos invités, Philippe Bouclit avec nous, président de France Hydrogène, avec Éric Oterno qui est conseiller régional Bourgogne-Franche-Comté en charge de la reconversion ou de la conversion écologique de l'économie. Et notre invitée Véronique Wyss, commissaire du Forum Hydrogène Business for Climate. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'était beaucoup de conférences entre le 8 et le 9 novembre à ce forum. On y parle de quoi? Qui était là? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en dire de ces 2 jours? Est-ce que des discussions sont avancées? Est-ce qu'on a trouvé des partenariats entre certains acteurs? Et c'était le but? Alors oui, c'était le but, c'était vraiment de rassembler la filière hydrogène, de rassembler les industriels, le secteur privé, le secteur public, de rassembler tous les acteurs qui sont impliqués donc dans ce grand sujet, grand enjeu de décarbonation. Alors on a parlé de quoi? On a parlé des grands enjeux de production massive d'hydrogène. Donc comme disait Philippe Bouclit, au niveau mondial, il y a énormément de pays qui ont des feuilles de route et les projets, les initiatives fleurissent véritablement. Donc c'est à coups de milliards en fait que ça se joue, donc aussi bien au niveau européen, mais aussi au niveau africain. Je pense notamment à la Mauritanie, à la Namibie, à l'Afrique du Sud. Évidemment, il y a le Maroc. Donc c'est vraiment une carte, on va dire, de production d'hydrogène qui est en train de se mettre en place. Donc avec des enjeux extrêmement importants. Donc c'est vrai que la consommation d'hydrogène va être très importante dans les années à venir et l'Europe aura très certainement besoin d'importer de l'hydrogène. Mais il y a également le rôle des territoires, des écosystèmes territoriaux qui seront extrêmement importants, où on pourra avoir une production plus petite, mais qui adressera à la fois la production, le stockage et les usages qu'on pourra faire, donc aussi bien en termes de mobilité et au niveau industriel. Et je rebondis sur ce que vous dites sur l'importation de l'hydrogène. Philippe Bouclit, est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait déjà penser à importer pour l'instant, on n'est pas tout à fait prêt. Est-ce qu'il faut déjà imaginer qu'on puisse importer avant ? Enfin, il faut déjà, déployer tous nos moyens et... En amont de la production d'hydrogène, il faut déjà développer de l'énergie renouvelable. C'est pour ça que Véronique citait la Mauritanie, des pays, il ne vous a pas échappé que c'est des pays ensoleillés. Oui. donc il faut déjà développer des champs énormes de panneaux solaires pour produire l'électricité qui servira à produire l'hydrogène. Véronique Wyss, pardon, Philippe, allez-y. Non, c'était pour une question pour Éric Oterno. Il y a beaucoup de projets hydrogène dans votre région en Bourgogne-Franche-Comté. Oui, tout à fait. Et on reviendra peut-être sur les projets industriels. Moi, je voulais intervenir. Nous, la région, on a une stratégie de produire massivement des énergies renouvelables, parce que notre stratégie, après avoir, on va dire, avoir une dépendance des pays d'Arabie Saoudite pour le pétrole, puis du gaz russe, nous, on ne veut pas dépendre à nouveau d'un autre pays qui serait la Mauritanie ou je ne sais pas où. Voilà. Donc, on veut avoir notre autonomie énergétique, produire nos propres énergies renouvelables et ensuite produire notre hydrogène. C'est vraiment là notre stratégie, une stratégie d'indépendance.
Et comment justement convaincre tous ces industriels de venir chez vous? Parce que j'imagine que toutes les régions de France aujourd'hui font des appels d'offres et des incantations pour venir chez eux. Qu'est-ce qui finalement, alors c'est quand même l'une des régions les plus industrialisées de France, hein, on connaît Sochaux, enfin toutes ces grandes villes, mais qu'est-ce qu'il y a de plus chez vous? Alors, si vous voulez, il y a une conjonction de plusieurs facteurs favorables. Comme je vous l'ai dit, on a un centre de recherche et plusieurs centres de recherche qui travaillent sur l'hydrogène depuis plus de 20 ans. Donc, on est aussi dans la recherche avec l'hydrogène. Toutes les solutions ne sont pas matures. On a des grands constructeurs automobiles et ferroviaires qui vont utiliser de l'hydrogène. Et on a une compétence mécanique parce que pour fabriquer des piles à hydrogène, pour fabriquer des électrolyseurs, il faut avoir des grandes compétences mécaniques. On a des usineurs qui font des grandes pièces, chez General Electric, EDF, des turbines, etc. Et donc, il y a toute cette partie-là qui peut se reconvertir dans l'hydrogène par sa capacité à usiner des pièces de grande taille. Sans formation ? D'accord. Alors, bien évidemment, il y a un sujet formation dans lequel est pleinement impliquée la région, c'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, des chaudronniers dont on a beaucoup besoin dans l'hydrogène. On a besoin de les former, de leur apporter une compétence supplémentaire sur l'hydrogène, et on a également des formations hydrogène qui sont mises en place sur le territoire. Philippe Boucli, c'est un peu le cas dans toutes les régions, toutes, on va dire, mouillent le maillot pour l'hydrogène? Alors oui, toutes les régions ont soit une stratégie, soit même une feuille de route avec des budgets affichés, des budgets qui sont relativement importants. Je crois savoir qu'en Bourgogne-Franche-Comté, et monsieur le conseiller régional, bien près du micro, c'est près de plus de 100 millions d'euros. En Occitanie, c'est 150 millions d'euros et d'autres régions. Donc que ce soit Auvergne-Rhône-Alpes, l'Occitanie, la Normandie, les Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Sud, Grand Est, enfin toutes ont des projets, ont une stratégie, une feuille de route et des projets d'envergure à développer. Véronique Wyss, au Forum Hydrogène Business for Climate, vous avez entendu forcément ce qu'a dit Emmanuel Macron, on l'a diffusé en première partie. Est-ce que finalement les acteurs que vous avez côtoyés pendant ces conférences se disent qu'on va assez loin en France? Est-ce qu'il fallait encore développer plus ou mettre encore un peu plus de budget sur la table, ou finalement c'est raisonnable? Alors, il faut mettre du budget sur la table, mais surtout, il faut inviter tout le monde à collaborer et à avoir le bon tempo, parce que c'est des sujets qui impliquent à la fois des acteurs industriels, des acteurs académiques, mais on a aussi la question effectivement du financement qu'il faut vraiment intensifier, la question des réglementations. Donc nous, ce qu'on a souhaité, c'est vraiment pouvoir mettre tout le monde autour de la table pour pouvoir échanger autour des leviers, des freins à lever, et essayer d'avoir le bon tempo justement pour pouvoir déployer et accélérer le plus rapidement possible. Une réaction, Philippe Boucli? Oui, nous avons fait une enquête auprès de l'ensemble des membres de France Hydrogène. Bien près du micro. Une enquête auprès de l'ensemble des membres de France Hydrogène. Il faut voir que nous visons près de 7000 mégawatts d'électrolyse. Actuellement, nous avons 7 mégawatts d'électrolyse. Ah oui, effectivement. Par 1000 d'ici 2030. Oui. D'ici 2030. Donc il faut se bouger, oui. Et nous avons des projets, comme je disais, des projets dans toutes les régions. Les industriels sont dans les starting blocks, prêts à investir. Pour investir, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut de la visibilité. Et donc, visibilité, ça veut dire à la fois avoir un cadre clair, c'est ce que Véronique a rappelé, un cadre clair, une réglementation, et puis des financements. Donc, les montants sont là, mais ils ne sont pas encore précisés partout. C'est-à-dire, on va probablement parler des utilitaires Stellantis ou Renault. Ils sont très chers par rapport à l'équivalent en diesel. Et les besoins Et donc, il faut combler l'écart. Et les règles pour combler l'écart ne sont pas encore bien fixées. On en parlera dans quelques instants. Vous restez avec nous. Bienvenue dans Les Vraies Voix qui font enrôler la France avec Mobility TV et nos invités. On parle d'hydrogène et on va vous expliquer. On va vous parler de ces constructeurs qui ont déjà depuis pas mal de temps imaginé la voiture à hydrogène. Vous restez avec nous, on reste ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et on va peut-être vous faire rouler à l'hydrogène, en tout cas, c'est l'avenir peut-être de l'automobile en France avec nos invités pour en parler. Philippe Bouclit avec nous, président de France Hydrogène, Véronique Wyss, commissaire du forum Hydrogène Business for Climate qui était le 8 et le 9 novembre dernier, et puis Eric Oterno, conseiller régional Bourgogne-Franche-Comté en charge de la conversion écologique de l'économie, et puis notre invité, puisqu'on va parler des innovations autour de l'hydrogène. Il est avec nous, Gauthier Corbat. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Vous êtes co-directeur du groupe Corbat. Alors vous allez nous expliquer, on parle d'innovation. Alors je crois que vous étiez aussi, vous, si je ne m'abuse, au forum Hydrogène Business for Climate. Donc forcément, on va chercher un petit peu partout les innovations. Tout à l'heure, vous nous annonciez, Philippe Bouclit, que vous aviez aussi des startups chez vous. Donc vous, et qu'est-ce que c'est finalement? On parle de H2 bois, de bois. On connaissait H2O et là on a H de bois. Expliquez-nous. Alors, écoutez, moi, je témoigne ce soir en voisin, puisque il s'agit d'un projet suisse, mais c'est un projet suisse qui est très français, puisqu'on va bénéficier d'une technologie 100% française via donc Hafner Energy, qui a mis en place donc un procédé qui s'appelle Inoka et qui veut donc produire de l'hydrogène à partir de bois, à partir de biomasse. Et donc nous sommes aujourd'hui partenaires, ou Hafner est partenaire plutôt de H2 Bois, donc sur notre site industriel. Nous sommes des industriels du bois, nous sommes des scieurs, et puis nous allons donc l'année prochaine, on espère pouvoir implanter le procédé Inoka de Hafner Energy sur un de nos sites de production. Alors, il y a beaucoup de projets. Vous avez notamment les traverses, je crois que ça s'appelle des traverses des voies ferrées suisses que vous récupérez. Vous pouvez nous en parler parce que ça, c'est vraiment l'économie circulaire, hein. Absolument. Alors, dans un premier temps, l'idée, c'est évidemment d'utiliser tous les sous-produits ici de nos scieries et de la forêt jurassienne, les massifs forestiers qui sont très importants dans notre région. Alors, on va jamais couper un arbre sain pour produire de l'hydrogène, ça serait une aberration écologique. Ça serait aussi une aberration commerciale parce qu'on n'y arriverait pas à des tarifs comme ce qui est prévu dans le business plan. Mais il est vrai que dans un deuxième temps, et c'est à l'étude avec Hafner, il serait tout à fait possible, en tout cas c'est ce que pensent les ingénieurs de chez Hafner, de transformer les traverses en bois qui sont aujourd'hui sur les voies des chemins de fer suisses, mais qui sont aussi sur les voies des chemins de fer français, de la SNCF, et qui aujourd'hui sont évacués en fait dans le nord de l'Allemagne pour être détruites. Il n'y a pas d'usine de transformation de ces traverses, on va dire au niveau local, et ça serait un potentiel extrêmement intéressant, je dirais presque infini, si les traverses de chemin de fer usagées pourraient revenir à l'envoyeur, puisque nous sommes des imprégnateurs de traverses de bois, pourraient être transformés en hydrogène. C'est effectivement, vous le dites, un exemple d'économie circulaire assez extraordinaire. Est-ce que c'est possible de le développer à grande échelle aujourd'hui ? Alors, ça faudra poser la question à Hafner, mais pour ce qui concerne l'industrie du bois, si l'unité de production qui est prévue sur notre site industriel dans le Jura suisse fonctionne, il est clair qu'il y a un potentiel de duplication qui est très important. On a reçu un prix innovation au niveau suisse il y a 3 semaines pour ce projet. Bravo. Le premier argument qui a été mis en avant, c'est son potentiel de duplication. Il faut vous imaginer que demain, encore une fois, si tout ça fonctionne comme prévu, si l'écosystème qu'on met en place fonctionne, vous pouvez le dupliquer dans les autres cantons suisses, vous pouvez le dupliquer à peu près partout en France, parce que vous avez un potentiel aussi au niveau de l'industrie du bois qui est très important. Et puis disons, ce qui met en avant le processus Hafner comme jamais aujourd'hui, c'est que vous avez besoin de 10 fois moins d'électricité que via électrolyse pour fabriquer de l'hydrogène. Donc je pense que vous avez peut-être parlé du prix de l'électricité aujourd'hui, je crois que tout le monde est au courant. Même en Suisse, a priori. Nous, on va payer 3 fois plus d'électricité sur nos sites industriels l'année prochaine, ça représente environ 700 000 € de plus-value par rapport à cette année. Voilà. Tout ça pour dire que le processus d'Hafner est particulièrement encourageant à ce niveau-là et il est duplicable à grande échelle. Je crois sans trop de problèmes si disons, la technologie et puis aussi les matériaux et les cerveaux suivent. Oui. Eric Oterno, justement, c'est le recyclage, cette économie circulaire, les déchets qu'on n'utilise plus, c'est aussi une manière, à un moment donné, il va falloir les gérer. Quand on voit ces nouveautés, en tout cas cette innovation, l'avenir est plutôt positif.
Oui, tout à fait. Alors, nous, dans notre région... Le Jura français fait aussi bien que le Jura suisse, il n'y a pas de problème. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc, c'est tout à fait duplicable. Et comme vous l'avez dit, quand on fait du bois construction, c'est-à-dire des poutres, il y a des déchets qu'on peut utiliser pour faire de l'hydrogène. Et le bois construction, il a aussi une autre vertu, c'est qu'il remplace maintenant le ciment. Et les cimenteries sont des principaux vecteurs de gaz carbonique. Et donc, on voit qu'on est pleinement dans une économie qui devient vertueuse, ou moins émettrice de CO2. Philippe Boucli, alors l'innovation est dingue. Et comment, si on arrive à faire le lien à un moment donné, de se dire de là pour aller jusqu'à l'automobile, parce que c'est un peu ça aussi le sujet du jour. Finalement, c'est que tout est bon aujourd'hui pour faire de l'hydrogène. On a toutes les briques. Toutes les briques sont disponibles, que ce soit au niveau de la production et les voies pour produire de l'hydrogène propre sont nombreuses. Il faut assurer la logistique. Oui. Et avec l'hydrogène, c'est pas simple parce que c'est quand même une petite molécule. Donc il faut soit le comprimer, soit le liquéfier, soit le... Alors j'ai vu hier justement au forum une très belle innovation portée par une société qui s'appelle Minkatech Energy, et avec alors leur produit s'appelle Mythique, mais ça s'écrit pas comme ça s'écrit pas comme vous pensez. Si ça permet de nous croiser, c'est pas mal. Voilà. Et en fait, ils vont transporter. Alors, on peut dire que c'est de l'hydrogène solide, mais en fait, c'est de l'hydrogène qui est absorbé par des hydrures métalliques. Et à des pressions et des températures relativement basses qui permettent des applications. Là, l'application qui a été montrée, c'est un petit véhicule léger. On est dans la mobilité. Bien sûr. Dans le sujet. Et qui peut servir donc notamment aux postiers, mais à d'autres. Et puis qui peut servir également comme stockage de l'hydrogène dans des applications très décentralisées. On peut même imaginer que vous allez faire le plein d'hydrogène chez vous. Ah oui. C'est-à-dire, si vous avez l'électricité, il va falloir faire de l'électricité, c'est-à-dire qu'il faut aussi des panneaux solaires sur votre toit. D'accord, oui, c'est pas le beurre et l'argent du beurre. Non. Véronique Wyss, il y a beaucoup de projets, McPhy, Génie, Plasticonium, Forestia. Vous pouvez nous en parler un peu ? Alors, je vais peut-être plutôt donner la parole à Eric, qui est plus au fait que vous dessus ? Sur ces implantations en Nord-Franche-Comté, donc dans le cadre des PIEC, donc des grands projets d'intérêt commun européen. Eric Oterno, oui. Alors, je vais prendre l'exemple de Belfort. Autour de Belfort, vous aurez bientôt, en 2023, une gigafactory qui fait des électrolyseurs. Donc là, pour produire de l'hydrogène, donc on va dire le carburant quelque part, à partir d'électrolyse de l'eau. On a déjà Forestia qui fait des réservoirs d'hydrogène pour les véhicules, et en particulier les camions. On a, je vous ai dit, des startups qui font de la pile à combustible, c'est-à-dire ce qui va produire l'électricité. Et on a également des laboratoires de certification qui viennent de s'implanter. Et comme Philippe Boucli en a parlé, on a également des innovations, et Minkatech est également à Belfort. Donc vous voyez, dans un périmètre de, on va dire, 30 km, vous avez à peu près tous les acteurs de l'hydrogène. Et on va dire, à 35 km, vous avez Sochaux. Donc voilà. Oui, absolument. Je me trompe, ou vous avez déjà, en tout cas fin 2022, vont arriver les bus à hydrogène chez vous ? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, c'est une autre brique où on va avoir à la fois une station de recharge hydrogène, où pour l'instant des bus pourront se recharger, Inamix, et des bus hydrogène qui vont arriver en mars 2023, tout à fait. Véronique Wyss, dans un genre différent, il y a aussi la Formule 1 et la moto qui arrivent. Oui, alors effectivement, on a eu le Cécile étant ancienne pilote automobile, ça va l'intéresser. Elle va peut-être remettre le casque, les gants et la combinaison en vous écoutant. Oui, donc on a eu le plaisir de voir dévoiler une première moto à hydrogène, moto de compétition, donc d'une société également qui est implantée en Bourgogne-Franche-Comté. Donc c'est un projet qui s'appelle H2K et c'est en fait un démonstrateur qui permet de montrer la compacité. C'est quand même extrêmement complexe, mais de montrer qu'on arrive à rendre les éléments les plus compacts possibles. Donc la moto de compétition en est une première illustration, mais ça permettra donc d'adresser l'aviation, la petite aviation ou également des petits bateaux. Concernant la Formule 1, donc là nous avions le moteur
moteur développé par également une société de Bourgogne-Franche-Comté, donc Oreca, en partenariat avec Oreca, qu'on connaît bien. Hyper dynamique. Ouais. Et donc, ce moteur à combustion à hydrogène pourrait éventuellement s'adresser à la Formule 1. Oui, après la Formule AI, la Formule hydrogène. La Formule H. Hydrogène, c'est ça. On va retourner en Suisse, retrouver notre ami Gauthier Corbat. On vous donnerait le bon Dieu sans confession, puisque vous allez faire les poutres de Notre-Dame, c'est bien ça, pour la restauration de la cathédrale ? Vous êtes en retard, RTL m'a déjà interviewé sur le sujet. Non, c'est une boutade, mais c'est vrai qu'on a eu le plaisir d'être la seule entreprise hors France, en tout cas dans le secteur du bois, de la Syrie, à être choisie pour travailler avec les 39 autres Syries qui ont participé au sillage des poutres pour la cathédrale. Ça a eu une résonance assez extraordinaire en Suisse, je dois vous dire. On m'en parle tous les jours, on en a parlé cet après-midi. Donc c'est quelque chose qui a, au-delà de l'aspect émotionnel, un atout de communication pour nous qui est devenu assez extraordinaire. Enfin, les Suisses ont été autant émus que les Français de ce qui est arrivé à la cathédrale, donc ça se cumule à une certaine fierté évidemment qu'une entreprise suisse ait pu participer. Ouais. Mais on ne va pas les transformer en hydrogène. On espérait. Bon, en tout cas, pour rester avec nous, on revient dans un instant. C'est les vraies voix qui font rouler la France avec Mobility TV, avec vous voyez des grands acteurs qui nous parlent de cet hydrogène qui nous paraissait tellement loin il y a encore quelques mois. Je sais pas. En Formule H, moi je vous verrais bien. Formule H, oui, c'est pas mal. Formule Homme peut-être, ou Formule F. Voilà. Et on revient dans un instant et on verra que si finalement la voiture de l'hydrogène est une vraie alternative ou un complément de la voiture électrique. On revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et on retrouve nos invités pour parler hydrogène, Philippe Boucli, Véronique Wyss, Éric Oterno et Gauthier Corbat. On va parler de la voiture à hydrogène. Philippe Boucli, est-ce que finalement, quand on analyse les choses, la voiture à hydrogène, c'est pas la voiture pour les grands rouleurs, les commerciaux, les grands trajets, et la voiture électrique, la voiture des citadins? Alors, la stratégie française de l'hydrogène est très claire. Dans les années qui viennent, c'est surtout la mobilité lourde, donc les camions, les bus, les bennes à ordures, trains, bateaux, avions, et mobilité intensive. Intensive, c'est logistique du dernier kilomètre, c'est les taxis, c'est tous ceux qui n'ont pas le temps, qui roulent beaucoup et qui n'ont pas le temps de recharger. Il n'y a pas d'opposition entre les deux mobilités sont des mobilités électriques. Il n'y a pas d'opposition entre la mobilité électrique à hydrogène et la mobilité électrique à batterie. Et il y a probablement une complémentarité entre les deux. Ça dépend en fait de votre usage. Si vous avez un usage intensif, c'est plutôt l'hydrogène. Si vous avez un usage plus modéré, c'est plutôt la batterie. Là, on le voit, Stellantis qui lance une offre utilitaire, puisque sur le Peugeot, Citroën, Opel, donc c'est vrai que la voiture de monsieur et madame tout le monde, mais quels sont les avantages finalement, Philippe Boucli, de l'hydrogène? C'est la recharge très rapide. Vous avez, avec l'hydrogène, vous avez le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que vous avez la rapidité de recharge du véhicule à essence ou diesel. Et vous avez l'avantage de l'électrique à batterie, c'est-à-dire pas de bruit et pas de pollution. Et vous avez l'autonomie l'autonomie du diesel ou de l'essence. Donc vous avez vraiment le meilleur. 600-700 km par plein, quoi. Ouais. Il faut compter, oui, c'est ça. Avec 1 kilo d'hydrogène, vous faites 100 km et les réservoirs sont 6 litres à peu près. 5-6 kilos, oui. D'accord. Éric Oterno, conseiller régional donc en Bourgogne-Franche-Comté. On parlait des bus tout à l'heure, c'est vous. Et je regardais une vidéo, finalement, les gens disaient, mais c'est le confort est incroyable dans le bus. Alors, pour tout vous dire, j'ai déjà roulé dans les bus à hydrogène, puisqu'il y a eu des démonstrations de fait. C'est effectivement le silence, parce qu'un bus à hydrogène, comme une voiture hydrogène, c'est avant tout un bus électrique. C'est-à-dire qu'il y a une production d'électricité par l'hydrogène, mais c'est tout à fait le confort d'une voiture électrique. Moi, j'y vois aussi un autre avantage pour venir en complément de M. Boucli, c'est que contrairement à la batterie qui utilise des métaux rares, et on voit qu'on a une compétition avec la Chine, l'hydrogène utilise plutôt des métaux communs qu'on arrive beaucoup mieux à recycler, contrairement aux terres rares, et on aura une indépendance bien supérieure avec l'hydrogène qu'avec les batteries. Ça, c'est très clair.
Véronique Wyss, il y a quelques fabricants français. Alors évidemment, en Bourgogne-Franche-Comté, si le forum Hydrogène Business for Climate était à Montbéliard, on peut dire que c'est un peu la capitale de Stellantis. On peut imaginer que Stellantis est quand même un peu impliqué dedans. Mais il y a d'autres fabricants qu'on a vus au Mondial de l'Automobile. On était en émission sur Sud Radio avec Cécile. Je pense par exemple à Opium ou à Namix. Ouais. Vous pouvez nous parler un peu de ces constructeurs français? Est-ce que les gros, les anciens, type Stellantis, vont les écraser ou est-ce qu'il y a un marché à prendre? Moi, je pense qu'il y a vraiment un marché à prendre. Hein. Si on prend le cas d'Opium, donc lui déjà un petit peu, on va dire que c'est le Tesla de l'hydrogène, hein, si on veut un peu raccourcir. Absolument. Donc on est sur du véhicule haut de gamme et très haut de gamme, très haut de gamme, très beau design. Il faut avoir un salaire suisse sinon. Effectivement. Et donc il y a une précommande qui a été faite de 10 000 véhicules avec le Crédit Agricole. Et Namix arrive avec une solution différente où il y a notamment une cartouche à hydrogène qui permet de... Non mais ça veut dire que plus d'arrêt. Là pour le coup, on s'arrête plus pour prendre ni de l'essence ni de l'hydrogène et voilà, on met la cartouche et on repart. C'est extraordinaire. Voilà, on tire un bout du pare-choc et on met les cartouches. Est-ce qu'en matière de coût, parce que bon c'est important, moi je pense à l'usager final. Hein, je me dis que peut-être qu'à un moment donné, on pourra choisir entre une électrique ou une hydrogène. Hein, même si aujourd'hui, vous l'avez dit, Philippe Bouclier, c'est plutôt sur les voitures lourdes ou les grands trajets. Est-ce que financièrement, on est sur des prix, là on arrive au carburant, bientôt on va remonter à 2 €. Est-ce que ce sera financièrement attrayant? Parce qu'on regarde des prix, on regardait des prix tout à l'heure avec Philippe, on se disait le prix du kilo, parce que ça se passe en kilos, il faudrait à peu près 5 ou 6 kilos pour remplir une voiture. Le prix est de l'ordre de 12 à 15 € aujourd'hui. Alors vous dodelinez de la tête, donc je pense que c'est un peu plus cher. Non, c'est moins cher. C'est moins cher? Oui. C'est beaucoup moins cher, oui. On est maintenant autour de 9-10 €. Et la rentabilité, disons les modèles d'affaires montrent que si on arrive à entre 5 et 7 €, on est bien. Alors qu'est-ce qui fait que finalement on se dise c'est pas du urbain, c'est quoi? C'est parce qu'il y aura pas d'endroit où stocker l'hydrogène et on pourra pas créer des pompes un petit peu partout en France? C'est quoi le problème? Pourquoi ce serait pas une voiture courante finalement l'hydrogène? Mais on n'a pas dit ça. On a dit que la priorité c'était le transport lourd ou intensif, mais ça va nous permettre de créer une infrastructure, de baisser les coûts. Cette massification, que l'autre grand axe de la stratégie française, c'est l'industrie. C'est ce que le président Macron a rappelé il y a 2 jours. Et donc là, ça va permettre de massifier, donc de faire des grandes quantités et de baisser le coût de l'électricité. Également, le développement des renouvelables va également... le coût des renouvelables a déjà beaucoup baissé et il va continuer à baisser. Et l'hydrogène, c'est essentiellement de l'électricité transformée en gaz. Hein. Donc les 3/4 du prix, c'est de l'électricité. Donc tout ça fait que ça va baisser avec le temps et il faut commencer par un bout. Et le bout, c'est la massification et le changement d'échelle et l'industrie lourde ou la mobilité lourde. Il nous reste même pas 2 minutes. Gauthier Corba, il y a une centaine de taxis à hydrogène dans Paris. En Suisse, ça commence à prendre ou pas? Alors, la spécificité suisse, c'est les camions. Il y a Hyundai qui a investi avec dans le cadre d'un écosystème qui s'appelle Hydrospider en Suisse, qui est connu du microcosme hydrogène et qui est aujourd'hui en fait la flotte la plus importante déployée en Europe. Il y a environ une 50aine de camions. Je confirme ce qui a été dit tout à l'heure. J'ai pas parlé directement aux chauffeurs de ces camions, mais je sais qu'ils sont extrêmement satisfaits de la conduite de ces engins. Et donc voilà, ça c'est le premier développement, je dirais, d'envergure en Suisse qui permet aussi le déploiement de stations. Ce qu'on aura aussi sur notre site à nous. Ça a été peu évoqué, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais nous, on a aussi toute cette attractivité par rapport au projet qui est liée à l'industrie, puisqu'il y a des besoins très importants dans le domaine industriel et qu'on a des sous-traitants horlogers importants dans notre région qui vont venir s'implanter à proximité de cette usine pour bénéficier d'un apport d'hydrogène vert. Donc l'industrie est aussi, ça a été thématisé dans le forum, extrêmement intéressée aujourd'hui à être approvisionnée en hydrogène. Et juste un petit mot, Éric Oterno, si effectivement pour la région Bourgogne-Franche-Comté, si certains nous écoutent aujourd'hui, vous faites des appels à projets ou pas?
Oui, tout à fait. Nous, on soutient directement les filières, mais on a aussi également des appels à projets. Et effectivement, je voudrais juste compléter, la stratégie, elle est vraiment décarboner l'industrie et la métallurgie, parce que nous aussi, on est des entreprises métallurgiques, 2, les mobilités lourdes, et seulement 3, dans un futur peut-être un peu plus lointain, le véhicule de Monsieur Tout-le-Monde. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Philippe Boucli, président de France Hydrogène. Merci beaucoup Véronique Wyss, commissaire du Forum Hydrogène Business for Climate. Merci beaucoup Éric Oterno, conseiller régional Bourgogne-Franche-Comté en charge de la conversion écologique et économique. Et merci Gauthier Corbat, directeur du groupe Corbat qu'on avait en ligne depuis la Suisse. Absolument, merci, en tout cas vous étiez passionnant. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Mobility TV.